Ils nous attaquent et en vérité mettent directement en jeu notre existence. Avant de vous laisser retrouver vos programmes, je veux encore vous dire, à titre d'exemple, que si 1% des téléspectateurs qui ont regardé nos émissions de fin de semaine donnaient chacun 120 €, nous serions sauvés, totalement libérés. Oui, TVL peut renaître plus forte. C'est vous seul qui décidez. Alors, mobilisez-vous et mobilisez vos amis. Vite. Madame, Monsieur, bonsoir. À la une de cette édition, une question, la guerre entre Israël et l'Iran peut-elle durer? Une page française ensuite avec les ZFE, ces zones urbaines interdites aux véhicules anciens récemment supprimées qui pourraient finalement se maintenir. Et enfin, nous reviendrons sur l'hypothèse d'une mise sous tutelle de la France par le FMI. La guerre entre l'Iran et Israël peut-elle durer? Après une semaine d'échanges de missiles et d'opérations des services du Mossad, Tel Aviv semble avoir le dessus. Explication. Au cours des dernières 24 heures, l'escalade du conflit entre Israël et l'Iran a atteint un nouveau seuil d'intensité. Des frappes iraniennes ont touché l'hôpital Soroka à Beersheba dans le sud d'Israël, causant des dégâts importants et 60 blessés, dont 6 dans un état grave, selon le porte-parole de l'armée israélienne. Une attaque ciblée ou non qui a provoqué un branle-bas de combat des soutiens d'Israël dénonçant l'attaque d'un hôpital. À titre de comparaison, en Palestine, ce sont environ 50 hôpitaux et cliniques qui ont été touchés par l'armée israélienne depuis le début de la guerre. L'Iran affirme que la cible était un centre de commandement militaire à proximité, l'hôpital n'ayant été touché que par l'onde de choc. De son côté, Israël a intensifié ses bombardements, mobilisant 40 avions de combat pour frapper des dizaines de cibles à Téhéran et ailleurs, incluant le réacteur nucléaire d'Arak et des sites de production militaire. Ces attaques ont fait 224 morts et plus d'1 millier de blessés en Iran, selon les autorités locales. Le guide suprême, l'ayatollah Khamenei, a de son côté affirmé sa détermination à tenir face aux attaques israéliennes. Dire au peuple iranien de se rendre n'est pas une déclaration raisonnable. Ceux qui comprennent la sagesse de la nation iranienne, ainsi que l'histoire et la culture de l'Iran, ne prononceraient jamais de tels mots. Se rendre à quoi? La nation iranienne n'est pas une nation que l'on peut contraindre à se rendre. Si les États-Unis interviennent sur ce terrain, en particulier par le biais d'une intervention militaire, les dommages qu'ils subiront seront sans aucun doute irréparables. Le sort du conflit ne dépend cependant pas que des déterminations des deux peuples antagonistes, mais de réalités plus matérielles. Les arsenaux des deux belligérants révèlent un déséquilibre technologique, mais une détermination mutuelle. Israël dispose d'une supériorité aérienne grâce à une flotte moderne soutenue par des technologies occidentales et une industrie de défense nationale robuste. Son système de défense antimissile, le dôme de fer, limite l'impact des salves iraniennes, mais a montré certaines limites. L'Iran, quant à lui, s'appuie sur un arsenal de plus de 3000 missiles balistiques et drones, dont certains à longue portée jusqu'à 2000 km. Cependant, son armée de l'air, équipée d'avions vétustes et ses systèmes de défense aérienne, affaiblis par les frappes israéliennes, peinent à rivaliser. Le site nucléaire de Fordo, protégé par une montagne, reste intact, soulignant les limites des capacités conventionnelles israéliennes. Les soutiens internationaux complexifient le conflit. Israël bénéficie de l'appui logistique et potentiellement militaire des États-Unis qui ont déployé un 3e porte-avions et possède la bombe GBU-57, seule capable de détruire Fordo. Soutien ou intervention, la décision de Donald Trump ne semble pas encore arrêté, même s'il a pu montrer une certaine impatience. J'ai dit qu'il était très tard, vous savez, j'ai dit qu'il était trop tard pour discuter, on pourrait se rencontrer. Il y a une grande différence entre maintenant et il y a une semaine, n'est-ce pas? C'est une reddition inconditionnelle très simple. Quand est-ce que votre patience s'épuise? Elle est déjà à bout, c'est pourquoi nous faisons ce que nous faisons. La Russie et la Chine, alliées de l'Iran, condamnent les frappes israéliennes et prônent une solution diplomatique tout en évitant un engagement direct. Le Hezbollah libanais, affaibli par des opérations israéliennes en 2024, représente un soutien iranien limité. La durée du conflit dépendra de la capacité de l'Iran à maintenir ses frappes et de l'implication américaine. Une intervention directe des États-Unis pourrait précipiter une issue, mais au risque d'une escalade régionale et surtout
de lendemain explosif, car si le chiisme duodécimain n'existe plus à travers une entité étatique, il cherchera d'autres débouchés d'influence et de communication et pourrait être tenté de verser dans l'action terroriste qui, depuis plusieurs décennies, est essentiellement l'apanage des sunnites. L'issue la plus probable, sans intervention directe des États-Unis, est un affaiblissement considérable de l'État iranien après plusieurs semaines, voire mois de guerre. L'axe Tel Aviv-Washington miserait ainsi sur un changement de régime politique émanant de l'intérieur en cas de crise économique et sociale majeure. Et alors que toute l'attention se porte sur la guerre en Israël et en Iran, la situation en Palestine reste tragique. Selon les derniers bilans, les opérations israéliennes à Gaza ont causé plus de 50 000 morts depuis octobre 2023, avec une population confrontée à une crise humanitaire aiguë. Jeudi, 15 personnes ont été tuées par des tirs israéliens et 60 blessés alors qu'elles attendaient de l'aide humanitaire dans le corridor de Netzarim, dans le centre de la bande de Gaza. La chasse aux pauvres initiée par les macronistes et les écologistes se poursuit en dépit du vote contre les ZFE, ces zones urbaines interdites aux véhicules anciens. Les partisans de l'apartheid automobile sont loin d'avoir dit leur dernier mot. Nicolas de Lamberterie. Il est vraiment encore trop tôt pour arracher votre vignette critère de votre voiture. En effet, en dépit des effets d'annonce, à l'heure actuelle, toutes les mesures discriminatoires visant à interdire les véhicules trop anciens de circuler en métropole, c'est-à-dire d'interdire l'accès des villes aux Français relégués en périphérie ou vivant dans les zones rurales, sont toujours bel et bien en vigueur. Pour rappel, les ZFE, zones à faible émission, et les vignettes critères ont été mises en place progressivement durant la dernière décennie avec pour objectif annoncé de bannir progressivement les véhicules les plus polluants des grandes agglomérations et ainsi d'améliorer la qualité de l'air. Rapidement, cette mesure a été toutefois perçue comme un apartheid entre les urbains riches et les périurbains plus modestes. Si l'intention énoncée n'est pas nécessairement mauvaise, elle ne prend pas en compte de très nombreux paramètres. Par exemple, celui du fait que les véhicules rejettent de nombreuses particules avec leur système de freinage ou avec la dégradation des pneumatiques, ce qui concerne donc tous les véhicules, y compris la voiture électrique censément écologique, pour peu que l'on oublie de calculer l'impact écologique de sa fabrication. Ces mesures ne prennent pas non plus en considération les motivations pour lesquelles les périurbains ou les ruraux sont très attachés à l'automobile individuelle, avec des transports publics parfois insuffisants ou qui sont souvent des lieux d'insécurité chronique dans de nombreuses agglomérations, et aussi tout simplement la concentration des emplois et des activités dans les zones urbaines et métropolitaines. Si les premières étapes de l'interdiction des véhicules ayant une vignette critère 5 ou 4 sont passées de façon relativement indolore, en revanche, beaucoup de crispations sont apparues avec l'interdiction ou la perspective de l'interdiction des véhicules dotés d'une vignette critère 3, étant donné que cela concerne un parc automobile très étendu et des véhicules souvent encore en très bon état de marche. Soudainement, des dizaines de millions de Français se sont vus concernés par l'interdiction de leur voiture, qu'ils n'ont pas les moyens de remplacer, avec pour seule compensation des procédures administratives pénibles et humiliantes pour quémander le droit exceptionnel de rouler en ville quelques jours par an. C'est dans ce contexte qu'un amendement d'un projet de loi débattu à l'Assemblée nationale, appelé Loi de simplification de la vie économique, est passé par surprise et a validé la suppression pure et simple des ZFE. Passé la surprise, on s'attendait à un vote serré pour la validation de la loi dans son ensemble. En dépit des consignes des députés macronistes de faire barrage à la loi, la défection de quelques-uns d'entre eux a permis à la loi d'être votée. Mais les nombreux opposants aux ZFE et aux vignettes critères ne doivent pas pour autant crier victoire trop tôt. Tout d'abord, il faut maintenant que le texte soit validé en commission paritaire mixte entre l'Assemblée et le Sénat, ce qui certes devrait se faire sans trop de difficultés. Ensuite, il faut que le texte repasse à l'Assemblée nationale, probablement début 2026. Le vote sera sans doute très serré. En dernier lieu, une censure du Conseil constitutionnel est tout à fait possible, sous prétexte que le dispositif des suppressions des ZFE n'aurait pas dû être intégré dans une loi dite de simplification de la vie économique. D'ici là, quoi qu'il arrive, les dispositifs ZFE sont toujours en place, et les automobilistes sans vignette dans les zones ZFE pourront toujours recevoir une amende. En parallèle de cela, plusieurs maires écologistes extrémistes, tels le maire de Strasbourg, Jeanne Barzéguian, demandent des dispositions leur permettant de continuer à agir en faveur de l'apartheid des automobilistes, même si le dispositif des ZFE venait à tomber à l'échelle nationale. En dernier lieu,
Les vignettes critères continueront d'être utilisées en cas de journée de pic de forte pollution sur ordre des préfets. En clair, si vous avez une vignette critère sur votre voiture, tout aussi inesthétique qu'elle puisse vous sembler, l'heure n'est pas encore venue de la retirer. La France au bord d'un gouffre financier alors que l'hypothèse d'une mise sous tutelle par le FMI est sur la table. Ce scénario est-il plausible sur un court terme? Avec quelles conséquences? Renaud de Breulœuf. La dette française touche le fond et si le gouvernement Bayrou creuse encore, un scénario noir est à craindre. Depuis le mois de mai, une épée de Damoclès est mise par le Fonds monétaire international, le FMI. Une dette publique qui s'élève à 7 500 milliards d'euros, un déficit à plus de 5,6% en 2025, une hausse des taux d'intérêt et de l'inflation, une croissance prévue à 0,7% selon le gouvernement cette année. Le FMI plaide pour des efforts significatifs sur la baisse de la dépense publique et met en garde contre des hausses d'impôts excessives. En effet, selon l'institution financière, sans ces mesures significatives, le déficit public français restera durablement à 6% du PIB, au moins jusqu'à 2030, loin de l'objectif européen de 3%. L'institution révise également à la baisse ses prévisions de croissance pour la France à seulement 0,6% cette année. La question de la mise sous tutelle par le FMI est sur la table. Rappelons qu'il s'agit d'une intervention à la demande des États en difficulté financière qui doivent, en contrepartie d'une assistance de l'institution située à Washington, s'engager sur un programme de réformes économiques. Un scénario qu'a connu la Grèce pendant 4 ans. Concrètement, une telle situation entraînerait une explosion des taux d'intérêt français, actuellement autour de 3,2-3,3% sur les obligations à 10 ans, qui pourrait monter à 4 voire 5%. Nous subirions aussi une récession économique, une baisse potentielle des retraites et des salaires des fonctionnaires, une ponction sur l'épargne et éventuellement une limitation des retraits d'espèces. Mardi 10 juin, le ministre des Comptes publics Amélie de Montchalin a été interrogée sur la question. Il y a un risque de tutelle des institutions internationales, des institutions européennes, de nos créanciers. Chaque année aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez fait depuis 8 ans ? Pour l'économiste en chef du FMI, Pierre-Olivier Gourinchas, il n'y a, je cite, pas de sujet actuellement. Le financement de la dette, la question pourrait se poser dans un futur qui n'est pas immédiat. Oui. Mais il faut anticiper, gouverner, c'est prévoir. La question pourrait se poser. Une telle perspective n'est pas pour demain ni pour après-demain, mais l'économiste en chef du FMI reste flou sur le temps qu'il faudra attendre avant une telle perspective. À l'heure actuelle, tout indique que la France est sur ce chemin. Rappelons qu'en mai, l'agence Moody's s'est abstenue de noter la France en raison de son instabilité politique. De son côté, Standard & Poor's a maintenu la note française à AA-, tout en l'assortissant d'une perspective négative, ce qui implique une possible dégradation future en l'absence de correctifs crédibles. D'autre part, contrairement à ce qui est parfois annoncé, la France n'est pas sortie de la procédure pour déficit excessif décidée par la Commission européenne. En réalité, le commissaire européen Valdis Dombrovskis a annoncé un allègement de la procédure, mettant seulement en suspens les mesures coercitives. De plus, un déclenchement par la Banque centrale européenne du programme Opération monétaire sur titre, dit OMT, est toujours possible. Il s'agirait d'une mise sous tutelle renforcée sur le plan économique et budgétaire par la BCE et la Commission européenne. Pendant ce temps, alors que le gouvernement cherche 40 milliards d'euros de coupes budgétaires pour le prochain budget, François Bayrou estime, je cite, qu'on a laissé, tout courant politique confondu, s'accumuler les déficits, une montagne de dettes. Il cible par là François Hollande pour qui il a voté en 2012 et Emmanuel Macron qui l'a soutenu activement en 2017. Reste à savoir quel sera le plan de retour à l'équilibre des finances publiques sur 3 ou 4 années qui doit être annoncé le 14 juillet. Passons à présent à l'actualité en bref en France. Au tour de LFI de passer à la question. Une commission d'enquête parlementaire va être lancée sur, je cite, les liens existants entre les représentants de mouvements politiques et les organisations et réseaux soutenant l'action terroriste ou propageant l'idéologie islamiste. Mercredi, la commission des lois de l'Assemblée nationale a jugé recevable la proposition de résolution tendant à la création d'une telle commission. Le président du groupe droite républicaine, Laurent Wauquiez, est à l'origine de ce lancement. Reste à savoir si certains sujets seraient pointés comme la sociologie électorale de partis tels que LFI. Reste à savoir aussi si une commission d'enquête sur les liens entre mouvements politiques et islamisme ne pourrait pas se retourner contre LR. France, terre d'arnaque. Une campagne de vigilance contre la fraude aux moyens de paiement débutera samedi avec à la manœuvre le ministère de l'économie, la Banque de France et la Fédération bancaire française. Le message clé, ne jamais divulguer code, mot de passe ou identifiant bancaire. Malgré une baisse de 2% des fraudes par manipulation au premier semestre 2024, avec un total de 179 millions d'euros de vols, la vigilance reste de mise face aux escroqueries par faux conseillers, sites frauduleux et menaces liées à l'intelligence artificielle. Selon un sondage Harris Interactive, 54% des Français ont été ciblés par des tentatives d'arnaque en 2025 et 11% en ont été victimes.
La campagne sera diffusée à la radio, dans la presse et sur Internet. Rebondissement dans l'affaire Grégory. Mercredi, la chambre d'instruction de la cour d'appel de Dijon a ordonné l'interrogatoire de la grande-tante de Grégory Villemain en vue d'une possible mise en examen. Rappelons que Grégory a été retrouvé, mort, noyé et ligoté, le 16 octobre 1984 dans une rivière des Vosges. Il était âgé de 4 ans. L'affaire n'a jamais été élucidée. En 2025, une experte en graphologie a identifié la belle-sœur du grand-père de la victime comme auteur d'une lettre anonyme menaçante adressée aux parents du petit Grégory en 1983, soit 1 an avant le meurtre. Elle avait déjà été mise en examen en 2017 pour enlèvement et séquestration suivi de mort. Mais les poursuites avaient été annulées pour vice de forme. L'interrogatoire devrait avoir lieu dans les mois à venir. Heureux événement en Belgique. À Bruxelles, le parc animalier Péri-Deza a accueilli la naissance d'un éléphanteau d'Asie samedi, un événement filmé et partagé sur les réseaux sociaux. L'accouchement de la mère Farina s'est déroulé sereinement, entouré des soigneurs et d'autres éléphants, qui ont marqué l'arrivée du petit par des barrissements. En bonne santé, l'éléphanteau s'est levé après quelques tentatives et a tété pour la première fois. 2 jours plus tard, il explorait déjà l'extérieur. Le parc, qui suit attentivement la mère et son petit, invitera bientôt le public à choisir son nom via un vote en ligne parmi 4 propositions. L'actualité internationale en bref. Vers un accord de paix entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Mercredi, un texte sur la fin du conflit à l'est du Congo a été paraphé. Cette déclaration de principe prévoit des dispositions sur, je cite, « le respect de l'intégrité territoriale et l'arrêt des hostilités ». Depuis 2021, une demi-douzaine de cessez-le-feu et de trêves ont été signés et violés par les parties au conflit sur ce territoire riche en ressources naturelles. L'accord de paix doit être formellement signé le 27 juin lors d'une réunion ministérielle aux États-Unis. Peine de prison à la maison pour l'ancienne présidente argentine. Mardi, Cristina Kirchner a commencé à purger sa peine de 6 ans de prison à son domicile de Buenos Aires, sous assignation à résidence avec surveillance électronique. Cette décision fait suite à la confirmation par la Cour suprême de sa condamnation pour administration frauduleuse lors de sa présidence de 2007 à 2015. Cristina Kirchner, 72 ans, bénéficie d'un fort soutien péroniste avec des centaines de partisans rassemblés sous ses fenêtres, bravant le froid pour lui témoigner leur solidarité. L'assignation supervisée tous les 3 mois limite ses visites et interdit tout trouble au voisinage. La Chine s'installe en Asie centrale. Depuis mardi se tient à Astana, au Kazakhstan, le 2e sommet Chine-Asie centrale, un événement marqué par le renforcement de l'influence de Pékin dans les ex-républiques soviétiques au Kazakhstan, au Kirghizistan, en Ouzbékistan, au Tadjikistan ou encore au Turkménistan. Xi Jinping a signé un traité de bon voisinage, un prêt de 209 millions de dollars a été accordé et Pékin promeut des projets comme une ligne ferroviaire reliant la Chine à l'Ouzbékistan via le Kirghizistan. Le carrefour stratégique des nouvelles routes de la soie, riche en gaz et en uranium, la région attire Pékin qui devance désormais la Russie comme premier partenaire commercial. Cependant, l'endettement et les tensions liées au Xinjiang avec les Ouïghours suscitent des inquiétudes, surtout vis-à-vis des opinions publiques de ces États. Les pays d'Asie centrale, tout en diversifiant leur partenariat avec les États-Unis, l'UE et la Turquie, cherchent à développer leur autonomie face aux voisins chinois et russes. Nouvelle explosion d'une fusée SpaceX jeudi au Texas. Une méga-fusée Starship de l'entreprise SpaceX d'Elon Musk a explosé lors d'un test de routine sans faire de blessés. Haute de 123 mètres, soit la taille d'un immeuble d'environ 40 étages, cette fusée est la plus grande et la plus puissante jamais conçue. L'explosion serait due à une anomalie majeure détectée alors qu'elle était sur un banc d'essai. Ce soir, Immédiat et l'avocat Gilbert Collard sur la chaîne YouTube format court de TVL. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À demain.